Numéro de votre émission Dantelai ou Delay. L'invité que je reçois aujourd'hui est un comédien, est un humoriste qui monte. Humour et franc-parler indéfectible de l'homme qu'il est. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour un pur moment de plaisir. Cet invité, c'est Kamel Laadeli et on va se rencontrer tout de suite. C'est parti. Bonjour Kamel, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien pour moi. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité? Toute la vérité. C'est bon, tu es prêt? Je suis prêt. Alors Kamel, tu es d'origine marocaine et tu as grandi à Meaux. Parle-nous un peu de ton enfance. J'ai grandi dans la région de Meaux, dans un petit village qui s'appelle Ouassri. J'ai fait le collège et la première année de lycée dans la région de Meaux. Et à 14 ans, tu mesurais déjà, je crois, 1m86 et tu faisais du 47. Et du coup, tu t'es habitué à avoir de la répartie parce qu'on se moquait de toi. C'est vrai que j'ai grandi très vite. Et à 14 ans, j'avais quasiment ma taille. Donc ouais, je faisais un 86 et je faisais du 47. Et à l'époque, on me surnommait le mutant. Le mutant, ouais, d'accord. parce que j'étais beaucoup plus maigre et les gens se moquaient énormément de moi. Et la répartie, je ne l'ai pas eu tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, j'étais pas spécialement victime, mais bon, je subissais pas mal. Et puis à force de se manger des phrases et des vannes, après, tu apprends à avoir de la répartie pour te défendre. C'est par rapport aussi à ces moqueries que tu es devenu champion de France de kickboxing pour faire fermer 2-3 bouches? Oui, ça s'est fait un peu par hasard parce que dans ma famille, tous mes frères et sœurs faisaient de la boxe. Oui. Donc moi, j'y étais un petit peu par curiosité et c'est vrai que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et après, de fil en aiguille, j'ai même pas cherché à faire des championnats. C'est mon entraîneur qui m'avait inscrit. Et je me suis retrouvé champion de France de kickboxing en super lourd en 2001. Et c'est pour ça aussi que tu as fait une licence de droit? Au début, c'était pas pour ça. C'est parce que dans ma famille, il y a une tradition où au Maroc, du côté de mon père, ils sont tous avocats, juges, notaires. Et il y avait cette espèce de petite compétition entre cousins et donc j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à mes parents et je voulais réussir. Donc c'est vrai qu'au début, je m'étais dit tiens, je vais être juge. Bon, j'ai vu que c'était un peu long, alors je me suis dit bon, je vais devenir avocat. J'ai vu que c'était long, donc après j'ai voulu être commissaire. Et au final, j'ai pas été au bout de mes études de droit, j'ai arrêté en licence. Ensuite, tu as arrêté, mais tu es devenu garde du corps et vigile. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais de la boxe et que j'ai été blessé. Il fallait que je travaille, un peu par hasard, en rencontrant quelqu'un, et j'ai bossé en tant que vigile. Puis de connexion en connexion, je me suis retrouvé garde du corps, donc j'ai bossé avec des princes saoudiens, des gens du Moyen-Orient. Et j'avais monté une société de protection rapprochée qui s'appelait APAGP à l'époque. Et ça a duré pendant 1 an et demi, et après j'ai tout arrêté. Tu as tout arrêté pour te lancer dans le journalisme, alors c'est incroyable. Tu as bossé pour le magazine Entrevue pendant 7 ans. Mais comment tu t'es retrouvé dans ce domaine-là, en fait, dans le journalisme? Comme toute ma vie, tout par hasard. Tout est fait à base de rencontres. Et donc oui, j'étais garde du corps. Et je bossais beaucoup dans le milieu de la nuit et je me suis retrouvé à connaître un monsieur qui s'appelle Michel Alves, qui était rédacteur en chef du magazine Entrevue. Donc on a collaboré sur un sujet dans le milieu de la nuit. On a accroché et puis il faisait souvent appel à moi et c'est de lui-même, il m'a proposé d'intégrer le journal. Et qu'est-ce que tu faisais exactement alors? Tout ce qui était sujet société, donc tout ce qui était caméra cachée. J'ai fait pas mal de sujets sur différentes boîtes de nuit, sur la prostitution des enfants la nuit, dans des trucs assez durs, assez hard. Et j'ai même été en Indonésie faire l'interview de Michael Blanc, donc qui était un Français qui s'était fait arrêter là-bas. Donc on avait fait ça en caméra cachée à l'époque dans la prison. Et donc on était vraiment dans, entre guillemets, la cellule choc Mission Impossible du magazine. Et c'est vrai que moi, vu que j'avais un côté, un peu street, un peu rue, moi j'avais pas peur de faire ce genre de choses. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis resté 7 ans dedans. Donc j'étais journaliste, donc au service société. Au bout de 4 ans, j'ai fait pas plus ou moins le tour de mon travail, mais j'avais envie de me lancer de nouveaux défis et challenges. Et donc j'ai décidé de partir du magazine Entrevue et j'ai monté une agence de paparazzi. Je faisais des filatures, je faisais tout ça. Et après j'ai arrêté, j'ai vendu ma société et le magazine Entrevue, avec qui j'ai encore de très bons contacts, m'a proposé de me reprendre en tant que directeur du service photo du premier mensuel français à l'époque, puisqu'il vendait 700 000 exemplaires. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Donc tu organisais des shootings? J'organisais avec des jolies filles. Avec des jolies filles. Ah, c'est royal ça comme métier. Des contrats. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc à l'époque, c'était vraiment la mode de tout ce qui était filles de la télé-réalité. Et donc, toutes les couvertures du magazine, toutes les photos qu'il y avait dedans, c'est Kamel. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de tout arrêter alors? À un moment de ma vie, donc c'est vrai que j'avais 29 ans, j'étais arrivé au plus haut poste que je pouvais avoir dans ce magazine. Et arrivé à 30 ans, j'avais cette espèce de remise en question et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire demain? Et de là, c'est vrai que j'ai subi une séparation, donc ça a vraiment tout remis en cause. Par la suite, je suis sorti avec une fille connue. Et c'est vrai qu'en me retrouvant avec elle, j'ai senti le contre-coup de mon travail. C'est-à-dire que j'ai senti ce que les gens pouvaient ressentir quand on les shootait ou qu'on était après eux ou
on rentrait dans leur vie privée et tout, et ça m'a gêné. C'est pas que j'ai eu un cas de conscience, mais bon, je tenais beaucoup à cette fille-là, et je me suis dit à ce moment-là, peut-être qu'il serait temps que je passe à autre chose. Alors Kamel, tu as toujours eu ce rêve d'être acteur, et tu as décidé de te former dans une école prestigieuse, en travaillant avec des coachs merveilleux. Quand j'ai arrêté la presse, j'ai rencontré un agent qui s'appelle Stéphane Lefebvre, et j'ai été le voir, je dis voilà, je vais être acteur, et prenez-moi. Alors il me regarde, il me dit bon... il y en a beaucoup, tout le monde veut être acteur, t'as un talent, t'as fait quelque chose et tout. Alors moi, bon, j'ai un charisme, j'ai du bagou, j'ai fait ci, j'ai fait ça, prends-moi. Il me dit écoute, non, ça se passe pas comme ça. Il faut avoir une certaine légitimité dans ce métier. C'est vrai que c'est un travail, c'est un métier, c'est pas... t'arrives, tu fais le fanfaron devant la caméra et puis c'est parti. Donc il m'a dirigé vers l'école Studio Pygmalion. Oui. Et en même temps, c'était très bien parce qu'à un moment, je m'étais demandé, si ça se trouve, c'était un caprice ou une lubie. Je voulais être comédien comme des gens, ils veulent être, je sais pas moi, potier ou astronaute. Et en allant en cours, au bout d'une semaine... ça se trouve, ça allait me saouler, j'allais arrêter. Parce que c'est vrai que tu arrives, il faut que tu apprennes tes textes, que tu joues des émotions devant des gens que tu connais pas, que tu te mets à nu, et c'est une forme de, pas de thérapie, mais vraiment tu travailles sur toi-même. Et j'ai très vite pris goût à ça, et j'ai rencontré donc des profs extraordinaires, comme Jean-Michel Stenfort, Patricia Nagera, Jeanne Godesteiner, Luc Madron et Laurent Lebras, voilà, je les ai pas oubliés. Et c'est l'école que Pascal Luneau avait créée à l'époque. J'ai passé une année extraordinaire là-bas, et donc ça m'a conforté et confirmé dans mon envie et mes choix. Et après, c'est vrai que tout a été très vite après. Et puis de là, j'ai fait des castings, j'ai rencontré des gens. Très vite, j'ai eu un agent. J'ai tourné assez vite aussi. Alors justement, parle-nous de ta première expérience cinématographique. Alors en 2004, j'avais fait donc une apparition dans un film de Jean-Pierre Mocky qui s'appelait Le Furet. Enfin, il a eu deux noms. Et donc j'ai assisté à une embrouille entre Jacques Villeray et Mocky. Et donc j'étais en tournage avec ces gens-là. Et j'ai été très content. Aujourd'hui, je suis très content de me dire que j'ai assisté à ça. Et donc quand j'ai vu ça, tu as pu voir Jacques Villeray, Jacques Villeray, et surtout Mocky qui est complètement fou sur les tournages. Ah ouais. Bah, t'es là, t'es en train de tourner et tout, et puis il dit coupez, espèce d'enculé, sors du champ, connard, mais c'est qui m'a foutu un con pareil? Alors toi t'es là comme ça, tu te dis merde, c'est ça le cinéma? Alors t'es en panique et tout. Après pendant un certain laps de temps, bon j'ai rien fait, et après quand j'étais à Pygmalion, la première chose que j'avais faite c'était une série qui s'appelle Un flic sur France 2, et j'étais en panique. Pourquoi? Ah ben le trac, la peur, je tremblais, j'arrivais pas à dire mon texte et tout. Et à un moment, je devais sortir mon arme pour braquer quelqu'un et dire mon texte. Non, mais non, c'est que en sortant l'arme, j'ai gardé l'étui. Et donc j'ai braqué la personne avec l'étui. Donc coupé, donc le réalisateur il se met à dire coupé, il crie. Donc moi j'ai 50 personnes autour de moi, il vient, il crie dessus et tout. Oh, la panique. J'étais en panique, je savais même plus parler. J'étais en stress et tout, et donc il a fallu que je me reconcentrer. J'imagine la scène en même temps. Ah, j'étais pas bien. Et donc j'ai eu peur, je me suis dit, oh, ça y est, ma carrière elle est foutue. Je suis grillé, j'ai raté ma première scène. Et je suis mort. Et donc après j'ai recommencé. Finalement le tournage s'est bien passé, ça s'est fini. Et je me suis pris la tête pendant une semaine. Je me suis dit, ouais, j'ai déconné, j'aurais dû faire ça comme ci, comme ça et tout. Mais après c'est que la multiplication des tournages où après, tu prends confiance et ça va. Alors Kamel, ton credo à toi, c'est le travail et tu dis « je n'ai pas plus de prédisposition que les autres ». Pourquoi? Quand j'étais petit, moi j'étais quelqu'un de très timide, introverti, pas sûr de moi du tout. C'est pour ça que je dis que j'avais pas de prédisposition à la base. Je n'étais pas quelqu'un avec un talent, avec quelque chose, mais j'ai toujours été curieux. Alors que c'est vrai que je vais regarder quelque chose qui va me plaire ou qui va me passionner et je vais prendre avec humilité la chose à la base et je vais me dire pourquoi pas, je vais essayer. Et je pense qu'après la véritable force, c'est la prise de confiance. Une fois que tu as confiance, et que tu sens que tu peux le faire, et après tu vas. Et en passant de chef de la photographie d'un magazine réputé à intermittent du spectacle, je suppose que le niveau de vie n'est plus le même. Mais c'est vrai que moi quand j'ai bossé chez Entrevue, je gagnais très bien ma vie, mais à un moment je voulais plus être prisonnier de l'argent, et j'ai voulu me libérer de ça. Et c'est vrai que j'ai couru le risque et tout, je me suis dit bon, si moi aujourd'hui à 29-30 ans, j'ai peur de perdre ma voiture, mon appartement ou mon train de vie, mais à 50 ans, je vais faire comment? Donc je me suis senti prisonnier à ce moment-là et j'ai dit non, j'y vais. Ta discipline à toi, c'est le stand-up. C'est là-dedans que tu nous montres avec brio tes talents d'humoriste. Parle-nous un peu de comment tu as commencé à faire du stand-up en fait. Un peu par hasard. Encore une fois. Encore une fois, un peu par hasard. C'était sur le tournage du film La Désintégration où je jouais avec Rachid Debbouze. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà, et donc j'ai rencontré son oncle Ahmed Debbouze et il était en train de bosser sur son spectacle et bon, nous on délirait sur le tournage, on faisait les cons et tout. Et il aimait bien ce que je disais et tout. Et, il m'a encouragé, mais dit non, franchement c'est pas mal et tout. Écris tes vannes, tes conneries et tout, et on peut faire un truc. Tu peux faire un sketch. Alors moi je me suis dit, j'avais envie d'essayer, mais je m'étais dit ouais non, je sais pas, j'attends, je vais voir et tout. Alors ce que Ahmed Debbouze a fait, c'est qu'il m'a inscrit sur une scène ouverte à mon insu, et il m'a appelé, il m'a dit ouais dans 4 jours tu vas jouer.
La pression. Ouais, dans 4 jours, tu vas jouer, démerde-toi. Donc, le premier sketch que j'ai écrit, c'est l'histoire de Sabrina, une fille qui est un peu grosse et tout, où j'explique que moi, si je suis costaud comme ça, c'est en faisant l'amour avec cette Sabrina, que je roule dans du talc pour voir où est-ce qu'elle mouille, que je soulève ses cuisses pour faire un peu mes bras, tout ça et tout. Donc il y a tout ce cheminement. Et de là, donc je parlais de Sabrina, mais je faisais aussi un petit clin d'œil à ma petite sœur qui s'appelle Rizlan, qui à l'époque faisait 130 kilos. D'accord. Donc elle avait des petits soucis à l'école parce qu'elle était un peu forte et tout, même après avec les garçons. Et moi je me moquais d'elle. Je me dis, parce qu'une fois elle est partie se faire un piercing au nombril. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as été faire un piercing au nombril? Je dis, t'es un bourrelet, il est comme ça. Je dis, c'est un serre-joint qu'il faut te mettre ou c'est un couteau. Je dis, le truc. Et toutes ces petites vannes, toutes ces bêtises de la vie de tous les jours, je les ai condensées. Ah ouais, quand même, hein? Ouais, ça pique, ça pique. Ça pique. Tu m'as dit de dire la vérité, le sérum, je balance. Donc j'ai condensé tout ça et ça a donné le sketch, donc Sabrina, le premier. Et voilà, et donc je joue un petit peu partout. Et j'ai même été contacté par une association de femmes rondes, parce qu'elle faisait une élection Miss Ronde, pour que je joue ce sketch. Donc, carrément. Ouais, super sympa. Ouais. On aurait pu penser que ça aurait été le contraire, elle t'en aurait voulu. Non, la grosse est sympa. Mais c'est vrai que là, je parle de cul comme ça, de prime abord. Mais en vérité, ce que j'essaie après sur le point sur lequel j'essaie d'appuyer, c'était toute l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Oui. Et qu'au final, pour moi, la sexualité, c'est une forme d'uniformisation de la société, qui fait que qu'est-ce qui fait qu'un black est avec une rebeu, un chinois et tout, c'est le sexe. Et c'est ce qui fait des métis. Et que j'espère un jour, on sera tous métis, il n'y aura plus de racisme. Alors on va passer à ta filmographie. On retrouve Kamel dans le rôle d'Omar dans le film La Planque d'Hakim Isker et coproduit par Luc Besson. Parle-nous un peu de ce film. Ça s'est fait un peu comme dans les films, comme aux États-Unis. Encore par hasard. Non mais toi, t'as trop de chance. Je sais pas, non mais c'est un truc de dingue, je marchais dans la rue, et en plus à Bastille pas loin, et je rencontre une amie, Samira Lachab, j'étais pas encore dans son agence, et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais là j'ai rendez-vous et tout, je suis prise pour un film, je dis ok je t'accompagne, je lui dis au revoir à 200 mètres, donc elle va voir le réalisateur et l'équipe, et à 200 mètres plus loin, Hakim Isker me voit, le réalisateur, il dit mais c'est qui lui? Il dit ouais c'est un copain, les comédiens. Il dit ah bon? Il dit vas-y qu'il m'envoie ses photos et son CV. Alors moi elle m'appelle, elle me dit ça, je dis ah bon? Alors j'envoie mes photos, mon CV, il me reçoit. Au début il m'avait donné un petit rôle, pour une journée de tournage. Puis il me rappelle, il me dit non je vais te donner autre chose. Tu vas faire ça, tu vas. Donc en tout j'ai eu 6 jours de tournage dessus. D'accord. Et je me suis retrouvé à faire ce film comme ça. Et tu faisais quoi dans le film alors? Alors ce qui est marrant dans le cinéma, j'ai fait tous les métiers que j'ai jamais voulu faire dans ma vraie vie. Là j'étais bagagiste à Roissy et je volais des sacs. Tu volais des sacs, avec de l'argent bien sûr dedans. 75 millions. Ah, c'est doux ça quand même. C'est bien, c'est frais, c'est bien. Donc non, c'était un super film. Et donc maintenant que tu me parles de ce film, j'ai une pensée pour Jean-Pierre Lazzarini, avec qui j'ai tourné, qui est décédé au mois d'août. Et donc voilà, une petite pensée pour lui. Et puis, tu tournes ce fameux film qui s'appelle La Désintégration, avec les comédiens Rachid Debbouze, Yacine Azouz, réalisé par Philippe Faucon, film qui a d'ailleurs été retenu à la très prestigieuse Mostra de Venise. Alors c'est super ça, parle-nous de cette expérience vénitienne. J'avais entendu parler du casting pour ce film, j'y étais, et le directeur de casting, il n'a même pas voulu me faire passer l'essai. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que physiquement, je correspondais pas au rôle, que je faisais pas suffisamment arabe. Alors que lui, il était arabe aussi. Il me dit non, tu fais pas suffisamment arabe pour le rôle et tout. Je lui dis mais regarde, t'es arabe, tu ressembles à un Pakistanais. Je dis on peut pas nous déjà avoir des clichés sur nos origines. Et après se plaindre que d'autres les aient aussi. Il me dit non, ça sert à rien que je te fasse passer l'essai, tu corresponds pas. Je dis ok, salut. Je pars, je rentre dans l'agence agent agitateur et il me renvoie sur ce casting. Et tu y allais quand même? Je savais pas que c'était ce casting-là. C'était 3 mois après. Donc j'y vais, je rencontre le réalisateur Philippe Faucon. Donc j'arrive, je fais l'essai, on discute et tout. Je rentre chez moi, l'agence m'appelle et tout, il me dit ouais c'est bon. Alors moi je pensais que c'était pour un second rendez-vous, il me dit non c'est toi qui as le rôle. Oh ouais. Génial, donc, comme quoi il ne faut jamais y a rien rester sur, sur une défaite, sur quelque chose. Moi on m'a dit non, on voulait même pas me faire passer l'essai. Et 3 mois après j'ai le rôle. Alors tu faisais quoi alors dans ce film? Dans ce film je suis le grand frère de Rachid Debbouze, qui s'appelle Ali dans le film. Et donc c'est mon jeune frère qui va être embrigadé dans des histoires de terrorisme. Donc moi ce que j'ai aimé dans ce film-là, dans le rôle que j'ai eu, c'est que j'avais pas le rôle du grand frère comme on peut le connaître. Parce qu'il y a le grand frère ou d'autres, où c'est à coup de claque que je te fais raisonner. Donc non, il avait une certaine sensibilité, c'était quelqu'un qui était intégré, entre guillemets, comme on l'entend aujourd'hui aux infos, dans la société française. Et j'ai trouvé bon, le film était très parlant, très poignant. Il n'a pas eu un grand succès en France, il a eu de très bonnes critiques presse. Donc il est passé au journal de 20h, repris par Le Monde, enfin toute la critique. Et donc on a été à la Mostra de Venise. Donc la Mostra de Venise, extraordinaire. Moi j'arrive, premier film que je fais, je me retrouve à la Mostra de Venise. C'est mortel, hein? Il y a Georges Clooney,
il y a Al Pacino, il y a Madonna, il y a Monica Bellucci. Et donc nous, on était en sélection officielle. Je sais qu'on était dans la même catégorie qu'Al Pacino et Madonna. Royal. Donc toi, tu arrives, tu es là. Donc moi, j'étais comme un enfant. Donc j'arrive pour, je me rappelle, la conférence de presse. On nous a mis dans un petit bureau avec des petits croissants et tout. Nous, on pensait qu'à manger. Puis dit, bon, la salle, elle est prête et tout. On arrive, 250 journalistes, télé du monde entier et tout, avec les micros, avec les traducteurs et tout. Ils nous parlent en italien. Moi, j'étais comme un enfant. Je regardais les gens, j'étais comme ça. Salut, tu vas bien? Et à un moment, on sort pour faire un photocall. Et donc, je croise une fille et tout. Et je la regarde, je dis, putain, elle est mortelle, elle est jolie, elle. Ouais. Je regarde Kate Winslet. Oh, Titanic. Ouais, je regarde. Mais franchement, non, bien. Bien? Ouais. Elle est bien? Elle est bonne. Très bonne actrice. Très bonne actrice. Tu t'es bien rattrapé. Non, elle est super et tout. Et donc, bon, je me retrouve avec tous ces gens-là et tout. Et moi, j'étais super content. Donc, même les paparazzis, tout le monde nous prenait en photo. Donc, c'est vrai que quand tu vis ça à Venise, tu rentres à Paris, donc toi, t'es là, t'arrives à l'aéroport, t'attends qu'on vienne te chercher ou qu'on te prenne en photo. Mais personne ne te connaît. Il n'y avait pas de chauffeur, il n'y avait personne. Rien, tu prends ton RER, tu rentres chez toi. Et tu te retrouves tout seul. Voilà. Alors, pour le plaisir des téléspectateurs et des yeux, on va regarder un petit extrait de la désintégration. Pourquoi t'es pas avec nous? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah si, tu dis rien, tu restes dans ton coin, t'es sombre. Je vois bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à trouver de stage, ça m'énerve. Donc une boîte qui veut me prendre, ça devient énervant. Ça. Oh, tu te laisses pas déstabiliser, tu continues justement. Non, mais j'ai envoyé plus de 60 CV. Ali, y a rien. S'il y a rien qui marche, tu passes des concours. Tu cherches à l'étranger. Moi aussi, je suis passé par là. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi? C'était pire à l'époque. Commence pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Ça sert à rien. Ça... Mais dis-moi, toi, tu crois que nos parents, quand ils sont venus ici, ils ont eu du taf du premier coup? Ils ont galéré pire que nous. Mais ils ont rien lâché, ils ont continué. Et toi, t'as envoyé 4 CV, ça y est. Tu baisses les bras. Ali, ça marche pas comme ça. Tu comprends ce que je te dis? Te laisse pas avoir, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Tu te bats. Alors ensuite, tu as tourné dans Le Transporteur, dans Macadam Baby, dans Mafiosa sur Canal+. Ouais, je me suis retrouvé sur Mafiosa. J'adore cette série. Donc j'étais super content de me retrouver là-dedans. Bon, j'ai un petit rôle dedans, mais bon, il n'y a pas de... Comme on m'a appris, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits comédiens. Donc j'ai défendu au maximum ma prestation. Et j'ai aussi fait Macadam Baby, qui n'est pas encore sorti, de Patrick Bossard, avec Arsène Mosca et Arthur Dupont. Oui. Et, il sort quand? Il devrait sortir courant 2013 au cinéma. D'accord. Et je me suis retrouvé aussi dans la série The Transporteur. Oui. Et qui passe actuellement. Hein. Qui passe actuellement, oui, qui passe actuellement. Et donc ça a été la deuxième fois que j'ai tourné sur un tournage américain. Et c'est vrai que ça le fait. Et c'est vrai que quand tu joues avec des Américains, et même quand tu arrives, le réalisateur, tout le monde vient te parler en anglais, il y a un petit goût d'Hollywood quand même. Ouais. Bon là, sur le coup, j'étais à Roissy. Bon, c'était pas encore Hollywood, mais tu peux y aller. Tu peux y aller éventuellement, prenant un certain avion. Tu peux y aller. Et donc c'est des petits moments de vie où tu as vraiment l'excitation et le plaisir de dire voilà pourquoi je fais ce métier. C'est possible, tu peux y arriver. Et chaque fois que je me retrouve sur un tournage, que ce soit pour... quelques jours, des petits rôles ou pour des seconds rôles assez conséquents. Oui. Pour moi, c'est une aventure que je vis à 100% et je suis super content de faire ce métier et d'être là à ce moment-là. Tellement content qu'on n'arrête pas de te voir à la télé dans une pub qu'on ne citera pas, où tout le monde, je suis sûre, même moi, j'ai appris ce qu'était le bleu Majorel. Je ne savais pas ce qu'était le bleu Majorel. Je te rassure, moi non plus. Le propriétaire de la Renault Twingo immatriculée AG 400. C'est ma Twingo? C'est la mienne. La Twingo est à moi. C'est ma Renault. J'arrive. C'est ma Twingo. Oui, je voulais vous demander... c'est le bleu Majorel. Parce que ma femme, elle adore cette voiture. Vous êtes spécialement fier de votre Renault. Et vous pouvez. Donc, j'ai fait un casting avec mon agence Digital Artist pour la pub. Oui. Donc, moi, c'est vrai qu'en pub, je marchais pas énormément. J'avais jamais fait de pub. Chaque fois, j'ai eu 1 ou 2 castings et ça passait pas. Et là, on m'appelle, là pour faire le vigile, hein, j'allais pas faire le notaire. Donc je fais l'essai, et encore une fois, le réalisateur, c'est un Américain. J'ai un truc avec les Américains, je sais pas. Pour une pub française, un Américain comme... Ouais, c'est un Américain, et on l'a tourné en Slovénie. Ah oui, d'accord. Donc on est parti en Slovénie 3 jours pour faire la pub, et j'avais un problème avec le bleu Majorel, donc je savais pas ce que c'était. Je dis, mais pourquoi le bleu Majorel? Et j'ai compris, j'ai vu que c'était une couleur qui venait des jardins Majorel à Marrakech. Moi, je pensais pas que ça allait être...
vu que ça allait tourner comme ça. Alors en ce moment, tu as l'affiche du film Paulette avec Bernadette Lafont. Peux-tu nous parler un peu de ce tournage? Alors ouais, je me suis retrouvé sur ce film avec Bernadette Lafont, Dominique Lavanant qui a fait sur Thérèse.com, Françoise Bertin et Carmen Maura qui a eu l'année dernière le César du meilleur second rôle. Donc ces 4 femmes, à L4, elles ont presque 800 films à leur actif. Et donc c'est vrai que nous on arrive, on est des petits jeunes et tout, donc juste à les regarder, on apprenait. Elles ont été très très adorables avec nous. Et on s'est retrouvés voilà, à tourner avec elles. Et je peux dire que même sur ce tournage, enfin même surtout sur ce tournage, j'ai continué à apprendre mon métier. Et donc dedans, j'ai le rôle d'un dealer, mais complètement demeuré. Donc là, en ce moment, il est à l'affiche. Donc allez voir Paulette si jamais vous avez le temps. Il est à l'affiche et t'es sur l'affiche? Ouais, je suis sur l'affiche, exactement. Donc t'es placardé partout, là, dans toute la France. Donc il y a Bernadette on voit Lafont, Kamel partout. Il y a Kamel, Paco Boublard, Mamadou Koulibaly. Au bout de 3 semaines, on est, la première semaine, on était au 3e au box-office. Et là, on est à plus de 700 000 entrées et on vise, Inch'Allah, le million. Où t'as fauché ça, mamie, là? Je l'ai trouvé dans une poubelle. Comment ça, une poubelle? Écoutez, monsieur Vito, je sais que Jérémy et le petit bougnoul vendent de la drogue dans la cité, je les ai vus l'autre soir. Mais je vous promets que je ne ferai pas d'histoire si vous me donnez du travail. J'ai même pas de quoi me payer à manger. J'ai travaillé toute ma vie, j'en ai marre. J'ai vu, elle habite au Victor Hugo, à l'entrée de la cité. Il doit y avoir une place de libre, puisque Jérémy s'était serré. Et vous avez toute la marée chaussée aux fesses. Y'a quoi? Les keufs. Mais qui va se méfier de moi? Ça va faire un effet monstre. Écoute, Paulette. Ouais. C'est la première fois qu'une petite vieille vient me proposer de bosser pour moi. Fantastique. Au fond, c'est peut-être pas con. Je vais te mettre à l'essai. 90-10. C'est-à-dire 90 pour moi, puis 10 pour toi. Allez, go. J'ai conclu, monsieur Vito. Alors quelles sont tes actus à venir? Alors, mes actus, en ce moment, je joue mon spectacle qui s'appelle Mes amours, mes emmerdes, Théâtre Galabru. Les gens, s'il vous plaît, je suis un comédien, j'ai des petits soucis financiers, il faut venir pour m'aider. Je suis un comédien en danger, donc venez, allez sur Biréduc, vous tapez mon nom, Kamel, K-A-M-E-L, pas avec un C, parce que ça, c'est les clopes. Là, Adaili, L-2-A-D-A-I-L-I. Oui, il est un peu long, je sais, mais c'est pas de ma faute. Voilà, donc le spectacle Mes amours, mes emmerdes, billet réduit, réservation, vous venez, on va rigoler. Et c'est pas cher, c'est presque moins cher que presque gratuit. Et si vous rigolez pas, vous êtes remboursé. Voilà. Et j'ai aussi une rubrique dans le magazine Entrevue. Et donc, il y a une rubrique qui s'appelle Les embrouilles de Kamel, où je vais embêter des gens. Voilà, je vais embêter des gens. Des films à venir? État sauvage, je crois. État sauvage avec Psycho Lang, qui doit sortir, j'ai pas la date. Il y a un film que je dois faire avec Pascal Luneau, qui s'appelle 304, donc on est en tournage. Macadam Baby de Patrick Bossard qui doit sortir, j'attends. Je dois tourner un court-métrage avec Psycho et Arsène Mosca prochainement. Et surtout, je suis en train d'écrire mon premier long-métrage. Oh, film, ouais. Directement un long-métrage? Ouais, direct. Donc je vais m'inspirer de ma vie, comment prendre certaines choses et tout, et écrire ça et essayer d'en faire un film. Alors là, on va passer à la partie d'interview. La plus soft, la plus cool, tu dois répondre sans réfléchir. Sans réfléchir? Sans réfléchir. Bon, attends, je reprends un dernier fond de sérum de vérité. Quels sont tes modèles? Will Smith, pour moi, c'est un modèle. Parce qu'il a commencé avec Le Prince de Bel-Air, j'ai grandi avec ça. Ton parfum préféré? Blue de Bulgarie. Ouais. La femme de tes rêves. Ma copine actuelle. Une anecdote d'acteur? J'avais fait une pub pour l'INPES, donc pour la prévention, tout ce qui était MST, tout ça. Et je devais jouer le rôle d'un homosexuel, passif. Donc, tu sais, après, en tant que comédien, tu y vas. Mais moi, ça m'intéresse de pouvoir aller dans des contre-emplois et des choses où on t'attend pas et que même toi, tu te mets en danger. Parce que ça se trouve, tu fais l'hétéro, t'as ta copine que tu kiffes, Doudou, je te kiffe. Mais ça se trouve, disons, tu joues et puis tu te rends compte que t'as un petit côté, ça se trouve, homo refoulé, t'en sais rien. Donc, t'arrives et puis, donc, on se retrouve une scène de baiser. C'est vrai que c'était pas évident. Ton prochain achat? Une voiture. Laquelle? Oh, vous savez, nous on est modestes, hein. On n'a pas beaucoup d'argent les comédiens. Si je pouvais acheter... Non, j'ai même pas envie d'acheter une grosse voiture, hein. Franchement, j'ai une petite Smart, je suis content. Si je te dis rendez-vous dans 10 ans? Patrick Bruel. Mais rendez-vous dans 10 ans? Bah écoute, j'aimerais qu'on se retrouve au Golden Globe. Oui.
Même Festival de Cannes, je prends. En tant que comédien réputé, et, par rapport à son travail, tout ça et tout. Et que tu sois un petit peu, toi de ton côté, la Claire Chazal antillaise. Claire Chazal antillaise. Non, il y a l'autre aussi qui est pas mal en antillaise. Pulvar? Ouais, Pulvar, ouais, mais t'as pas de lunettes. Mais non, je te préfère toi, je peux en mettre des lunettes. Hein. Je te verrais bien dans 10 ans, comédienne, productrice d'émissions, télé, de films, un petit peu tout. Et franchement, allez, même dans 5 ans, cadeau, c'est pour moi. C'est vrai? Ouais. Ce serait cool. Tu penses que je serais la plus grande productrice française? Bah, j'espère, parce que vu qu'on se connaît maintenant, ça pourrait m'arranger que tu sois la Arthur Meuf Black. Ah, tu peux. Je peux choisir? Vas-y, tu aimerais être qui? Alors, j'aimerais bien être Jean-Luc Delarue, mais pas avec la même fin. Mais Jean-Luc Delarue, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. C'est vrai qu'il était pas... Non, mais Arthur, il y a plus de pognon quand même. Ah, je sais qui! J'aurais bien aimé être la Michel Drucker de la télé. Ouais, mais alors tu sais quoi? C'est-à-dire que j'aurais une longue carrière. Ouais, mais là on fait la sieste à 15h parce que vivement dimanche, moi je peux pas. si, non, je kifferais me faire druckeriser aussi. Je me suis fait druckeriser indirectement quand Bernadette Lafont était partie chez Drucker. Ils avaient mis nos photos, nos trucs, on était là comme ça. Mais j'ai pas pu voir la fin de l'émission parce que je m'étais endormi. Donc j'espère que tu feras autre chose que... Dans 10 ans, franchement, vu ce que je te souhaite, ce que je me souhaite, peut-être qu'il nous faudra 15 ans. Parce que... Bon, ce qui serait bien, c'est que tu sois actrice, productrice, réalisatrice. Pourquoi actrice? Bah parce que t'es comédienne aussi, j'avais cru mais comprendre. Les téléspectateurs ne savaient pas. Tu leur apprends quelque chose. Que t'es comédienne? Ouais. Bah attends, il y a juste à te voir et tout. T'as un déhanché à la Alberi, moi je te vois comme ça. J'ai dit non, cette meuf-là, dès que tu vois un tapis, bon, t'imagines qu'il est rouge et t'imagines les marches. Et donc tout de suite, t'as cette espèce de... Et moi, je serais sur le tapis, en train de monter les marches. Bon, exactement. Ah, j'aime bien ça. C'est bien ça comme idée. J'aime bien. Et t'es là, les photos, clac. T'es là. Donc ça peut être vachement bien, je trouve. Et je te le souhaite, et, Inch'Allah, comme on dit aux Antilles. Et je pense que ça va cartonner. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, ça m'a fait très plaisir. Je suis sûre que tu as détendu tout le monde, là, pour le coup, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Là, tu as égayé leur journée. Détendez-vous, mais pas trop, parce que là, la sieste, le truc, non, faut pas. Je te souhaite beaucoup de beaux films, de belles concrétisations cinématographiques, et puis à très bientôt. Bah, très bientôt. À très bientôt sur scène, on viendra te voir. Et venez, parce que j'ai besoin de pognon quand même. Parce que... Merci. Au revoir, merci à vous. Des bisous, des becos pour tout le monde. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.